Je vous souhaite la bienvenue dans cette revue d'actualité numéro 12 du 24 février, un petit peu plus courte que les précédentes étant donné que la dernière est sortie dimanche passé. Néanmoins, quelques nouvelles fraîches importantes ou intéressantes. Tout d'abord, bien sûr, cette nouvelle que la Haute Autorité de Santé envisage de lever l'injection génique expérimentale obligatoire chez les soignants. Il est temps, si Diane Noël, la vaillante sénatrice de Haute-Savoie, se demande pourquoi encore une consultation alors que la France est le dernier pays au monde à prévoir cette disposition, et bien sûr relever à quel point il est scandaleux que la Haute Autorité de Santé, l'Académie de médecine, le ministre de la Santé aient osé prétendre qu'il s'agissait d'une question scientifique ou éthique alors qu'il s'agit d'une question totalitaire et abusive, mais absolument rien des deux domaines précédents. On se demande d'ailleurs si ça vaut la peine pour les soignants de retourner dans un système de soins aussi endommagé et maltraitant qu'il est aujourd'hui. Comme YouTube poursuit sa censure, vous connaissez mon souhait qu'il finisse condamné pour ce qui est totalement inacceptable. Enfin, je vais censurer un certain nombre de passages. Vous aurez, ce sera l'énigme de la semaine. Quels sont les mots figurant derrière les parties occultées? C'est comme les contrats de Pfizer avec les autorités. Hein, mais donc là, vous voyez qu'il y a une étude peer-reviewed qui a été sortie aux États-Unis qui a confirmé que le traitement conseillé par le professeur Raoult avec les deux molécules figurant sous les bandeaux noirs, que cette efficacité avait été confirmée. C'est une évidence, mais YouTube a toujours lutté contre. Vincent Pavant et Emmanuel Darle ont répondu à l'invitation de Virginie Joron de présenter leurs recherches devant le Parlement européen, incluant bien sûr fraude scientifique, falsification des données, calcul inférifiable, dissimulation d'effets indésirables d'une certaine intervention thérapeutique que nous ne mentionnerons pas. Enfin là encore, le front bouge. Malheureusement, on continue d'observer cette surmortalité très importante, vous voyez, plus 37% en Allemagne, plus 27% en Autriche par rapport à ce qui était attendu en tenant compte du vieillissement de la population, et bien sûr avec une corrélation forte avec le nombre de doses de administrées. Et Robert Malone, l'inventeur des technologies ARN messager, relève également qu'il y a une corrélation évidente entre les vagues d'une certaine intervention thérapeutique et la surmortalité. Laurent Mukieli, qui relève que Martin Blachier, sur CNews, a admis non seulement qu'il s'était trompé, bon, il s'était beaucoup trompé au début, un peu moins par la suite, mais aussi, donc Martin Blachier a révélé qu'au plus haut niveau et dans les instances de santé, tout le monde est très critique sur ce qui a été fait. On est heureux, au moins ça prouve qu'ils ne sont pas naïfs au point de croire encore qu'ils avaient fait ce qu'il fallait faire. Enfin, vu qu'on savait qu'il ne fallait pas le faire, qu'il s'est confirmé que c'était faux de le faire pendant qu'on le faisait et que maintenant, quand on regarde en arrière, on se dit, oulala, il n'aurait surtout pas fallu le faire. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on a laissé des irresponsables pareils aux commandes? Et je parle bien sûr de toute la technostructure, l'équivalent des médecins cantonaux en Suisse, qui sont juste des apparatchiks d'une médiocrité sidérante et à qui, manifestement, il est possible de faire tout et n'importe quoi. Jolie cérémonie en hommage au professeur Luc Montagnier à Paris récemment, décédé il y a une année. Et vous savez qu'il avait été le premier, à ma connaissance, à prendre position publiquement pour dire qu'il y avait des insertions de bagages génétiques, notamment de HIV, au sein du génome du SARS-CoV-2, et donc c'était de toute évidence une production de gains de fonction faite en laboratoire, un virus de synthèse. Il avait également révélé les sites de clivage furine, qui sont ce qui permet le franchissement de la barrière d'espèce et l'infection par l'être humain. Et donc, ce grand homme a vu se rassembler les membres de la fondation qui poursuivent ses activités. Et pour la petite histoire, à la question posée par un journaliste au moment de la remise du prix Nobel, de l'attribution du prix Nobel de médecine, qui lui demandait, mais est-ce que c'est la consécration d'une carrière pour vous? Luc Montagnier répondit d'une manière très humble, non, non, c'est bien sûr agréable d'avoir cette reconnaissance, mais les recherches que je mène actuellement me paraissent encore plus importantes et si elles débouchent, elles seront encore plus révolutionnaires que la découverte
que le séquençage du VIH. Et donc, il travaillait depuis de nombreuses années sur les maladies chroniques. Et si les intuitions qu'il a eues et les pistes de recherche qu'il a développées avec ses collègues s'avèrent vraies, ça a de quoi révolutionner le traitement des maladies chroniques. Et évidemment que le silence honteux des autorités françaises autour du départ de cette grande personnalité n'en prend que plus de relief si besoin était. Eric Schmidt, sénateur, ancien procureur général, désormais sénateur du Missouri, qui relève qu'une tribune dans le New York Times disant l'obligation de porter des masques n'a servi strictement à rien. Est-ce qu'on va apprendre une leçon de ce qui s'est passé? Je rappelle que j'ai été censuré sur YouTube pour avoir dit que les masques ne servaient à rien. Donc on verra si cette vidéo passe le cap ou si les algorithmes ou les sbires trouvent que même ce que confirme le New York Times, qui est un des grands médias mainstream les plus corrompus, eh bien, reste inadmissible. Mais effectivement, c'est toujours la même question. Comment est-ce qu'on a pu commettre une monstruosité pareille? Alerte rouge cette semaine avec les négociations en cours à l'OMS pour imposer un traité pandémique qui conduirait à assujettir les États de manière contraignante aux directives de l'OMS en cas de pandémie. Et quand on sait le degré de corruption de l'OMS, qui désormais est vraiment aux mains de mafias, on voit que c'est une tentative de court-circuiter la souveraineté des États et des populations. Et d'ailleurs, le professeur d'université américain Francis Boyle, professeur de droit international, dit très, très clairement, il faut en être conscient, que le traité sur les pandémies instaurerait un État mondial, une gouvernance mondiale, avec le prétexte évidemment que, puisque c'est censé protéger la santé des populations, qui oserait de bon droit s'opposer à une cause aussi noble? Mais on est donc dans une crapulerie très grave. Lors de tentatives précédentes, ce sont les pays en développement qui ont mis en échec cet agenda au niveau de l'OMS. Ils ont évidemment une certaine lucidité quant aux procédés impérialistes et totalitaires, mais même si nous devions perdre cette bataille à Dieu ne plaise, cela ne voudrait pas dire que nous aurions perdu la guerre. Et puis, évidemment, la magnifique Alexandra Orion-Côte, dont le livre est numéro 1 des ventes avant même d'être sorti, qui pose la question que je n'ai pas le droit de dire sur YouTube. Donc, est-ce que le a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le empêche d'infecter les autres? Non. Est-ce que le empêche de mourir du Covid? Non. Et donc, cette très grande dame, cette très grande scientifique, qui est la référence dans l'univers francophone en matière d'ARN, de thérapie à base d'ARN, va publier ce livre dans lequel elle expliquera le détail de ce qu'on sait déjà. Mais c'est que nous avons été pris pour des cobayes avec un risque qui n'avait pas été correctement évalué. On assiste à un véritable effondrement moral de l'Occident. André Merkoff a même dit récemment « Seuls Trump et Poutine gardent quelque chose de notre civilisation en plein effondrement ». Alors, je ne pense pas que ni Merkoff ni moi-même étions soupçonnés de devenir un jour des gens qui apprécieraient les prises de proposition de Trump et Poutine, mais en l'occurrence, c'est malheureusement le cas. Michel Maffezoli a sorti un livre, vous savez, Le temps des peurs, qui a fait suite, deuxième volet à l'ère des soulèvements. Le professeur Didier Raoult en a dit grand bien à juste titre sur les réseaux sociaux, mais vous voyez que les petites frappes de service, en l'occurrence Acer Mandax, alias Thomas Durand, alias La Tronche où je pense, qui s'est fendu d'un commentaire acerbe pour dire que Raoult et Maffezoli ont en commun l'amour de l'astrologie. Le deuxième a même encadré la thèse de sociologie, entre guillemets, d'Elisabeth Tessier. Alors, c'est vraiment le degré zéro de la réflexion. C'est du Joe Dalton, tellement c'est bête et méchant. Maffezoli est un mécréant, m'a-t-il dit, en matière d'astrologie. Il n'y croit pas particulièrement, il ne sait pas, je veux dire, c'est pas son truc. Par contre, dès lors que l'astrologie est un fait sociologique, et la thèse d'Elisabeth Tessier de 800 pages de sociologie compréhensive défendue en Sorbonne, portait sur la place de l'astrologie dans les médias et pas du tout d'une défense de l'astrologie, bah évidemment que c'est légitime de s'y intéresser. Il faut vraiment être bête et méchant comme Acer Mandax pour ne pas comprendre, mais ce sont là des réflexions évidemment qui sont stratosphériques par rapport à ce qu'il est capable d'apprécier.
Dans le chapitre des truanderies à tous les étages, eh bien, le Daily Mail a révélé que le programme antiterroriste britannique avait classé, tenez-vous bien, Shakespeare, Tolkien, le Seigneur des Anneaux, Huxley et Orwell comme littérature dangereuse. Et donc, dans l'espionnage de vos comportements en ligne qui se déroule, si vous allez consulter ces auteurs, ça met un signal aux officines soi-disant luttant contre le terrorisme, mais en fait qui évidemment veulent juste euh, amplifier et assurer l'existence de la censure, que vous êtes un dangereux individu. Et donc le très respectable William, qui effectivement a bien décodé les noirceurs de l'âme humaine. Effectivement, qu'en lisant Macbeth, qu'en lisant Richard III, on peut comprendre un certain nombre de choses sur le psychisme de nos dirigeants, et bien, est désormais considéré comme un individu peu fréquentable des siècles après sa mort. En Israël, Ehud Barak prédit une dictature et appelle au soulèvement de la population. Je rappelle qu'Ehud Barak est l'ancien ministre de la Défense, ancien Premier ministre. Et effectivement, c'est une énigme pour tout le monde qu'il y a beaucoup de personnalités israélites impliquées dans l'opération génique expérimentale. Vous savez qu'Albert Bourla a reçu le prix Nobel israélien, l'équivalent du prix Nobel pour Israël, et avec ce paradoxe que cette expérimentation extrêmement risquée, qui a conduit à prendre l'entier de la population israélienne comme des cobayes, me paraît, en ce qui me concerne, une opération profondément antisémite. Donc, il y a quelque chose de compliqué, et d'ailleurs, on se fait tous accuser d'antisémitisme dès qu'on pose la moindre question par rapport à ça. Mais donc, savoir qu'il y a une résistance qui s'organise à l'intérieur de l'État hébreu. Au dernier conseil scientifique indépendant, Hélène Stroll, qui était répondante de Michel Couky, a souligné qu'en fait, c'est très difficile pour tous ceux qui ont participé de revenir en arrière parce que les pharmaciens, les médecins, tous ceux qui ont participé à une certaine campagne sanitaire que nous ne nommerons pas, ont gagné beaucoup d'argent. Et donc, ils se sont arrangés mentalement pour se faire accroire à eux-mêmes qu'ils ne participaient à rien de potentiellement dommageable. Et c'est un énorme problème pour évaluer la réalité de ce qui s'est produit. Un front intéressant autour de l'agenda woke et LGBT. Donc, vous doutez bien qu'en tant qu'anthropologue, je sais que la sexualité humaine peut prendre beaucoup de formes différentes, que l'homosexualité a existé de tout temps en tout lieu, qu'elle existe aussi au sein du règne animal, que des peuplades comme certaines tribus amérindiennes considéraient qu'il y avait au moins 5 identités sexuelles. Donc, c'est vraiment pas chez moi qu'il faudra trouver quelqu'un d'intolérant quant au fait que les êtres humains vivent leur sexualité comme ils l'entendent, dès lors que ça ne transgresse aucune loi pénale. Par contre, il est clair que la cause de la communauté gay, et notamment de lutte contre l'homophobie, est devenue un cheval de Troie au service d'une idéologie LGBT woke qui, elle, est profondément toxique et dégénérée. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en Grande-Bretagne, ouest aux États-Unis, la communauté gay commence à réagir en disant, voilà, la protection des droits des personnes homosexuelles ou bisexuelles, c'est une chose. Le droit pour les adultes de changer de sexe s'ils le souhaitent, c'est une chose, mais tout le reste qu'on est en train de nous imposer en invoquant ça comme prétexte, il faut vraiment le surveiller de près. Bonne nouvelle aussi, le professeur américain Jeffrey Sachs, qui est de l'université Columbia de New York, est intervenu auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour dire qu'il fallait absolument, bien sûr, que l'Allemagne, la Suède et le Danemark transmettent publiquement les résultats des enquêtes sur le sabotage des gazoducs Nord Stream. On sait tous que c'est à 99,99% de chance les États-Unis qui ont mené cette opération. Toujours garder la part d'incertitude. Peut-être qu'il y a autre chose que nous ignorons, mais enfin, c'est quand même l'hypothèse la plus probable, avec comme conséquence l'asservissement économique de l'Europe. Et donc, ce professeur dit qu'il faut que cela soit dit et su dès lors que les enquêtes ont donné des résultats. Intéressant aussi de voir que l'image de Bill Gates, alors il faut savoir que c'est un personnage extrêmement contesté, contestable, très misogyne, très abusif, qui a pillé le savoir d'Apple pour créer Microsoft, qui après a utilisé d'une position dominante, qui est décrit comme étant quelqu'un de très problématique et de peu bienveillant d'une manière générale, mais
s'est racheté en quelque sorte une conduite grâce à sa pseudo-philanthropie, qui est une pseudo-philanthropie. Parce qu'en fait, pour chaque dollar qu'il dépense, il en engrange 20 supplémentaires parce qu'il a des brevets, notamment dans les usines de vaccins à travers le monde. Mais toujours est-il qu'il a réussi à se faire passer pour quelqu'un d'honorable, et ça se lézarde de plus en plus. En Angleterre, sur Channel 4, qui est quand même une chaîne mainstream, une ancienne membre du conseil d'administration de Microsoft a parlé de la réalité de comment il est, et notamment quand elle a interrogé le fait que sur 10 membres du conseil d'administration, il n'y avait que 2 femmes, qu'elle s'est demandé pourquoi il n'y en avait pas plus. Bill Gates a répondu, vous ne voulez quand même pas que je coule Microsoft en faisant venir des femmes au conseil d'administration. À part ça, il a été 36 fois sur l'île de Jeffrey Epstein, donc on espère aussi qu'il y aura des révélations qui sortiront, mais surtout qu'on arrête de considérer ce type comme fréquentable et comme devant piloter la politique sanitaire mondiale. Donald Trump, alors désolé, si je m'étais imaginé il y a quelques années que je me retrouverais à défendre des propos de Donald Trump comme étant les plus sensés dans l'univers politique, eh ben, je ne vous aurais pas cru, mais il dit haut et fort que si nous n'arrêtons pas ce qui est en cours, nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale. Et il faut se souvenir qu'Ariane Biran, grande spécialiste du totalitarisme, dit que la conclusion inévitable des dérives totalitaires et des paranoïaques qui nous gouvernent, c'est la guerre. Idriss Aberkan et André Berkoff ont fait une bien intéressante émission, pas plus tard qu'hier, jeudi 23 février, sur les voyous de la presse. Alors, ils ont parlé de l'Express, groupe Altis, endetté à hauteur de 40 ou 50 milliards d'euros, et qui ne fait plus qu'un travail de propagande absolument odieux aux mains a priori et servant les intérêts de la CIA et du Mossad et du complexe militaro-industriel occidental. Mais enfin, la radio-télévision suisse romande, les groupes de presse suisses et français, la radio-télévision d'État française ne sont pas moins voyous et moins prostitués, ils le sont juste différemment. Citons Christian Dubuis-Santini, immense psychanalyste et grand penseur, qui cite Balzac lui-même. Il y a 2 histoires, l'histoire officielle menteuse et puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. C'est tout ça que les médias s'acharnent à camoufler avec l'énergie du désespoir. Plus personne ne les lit ou ne les écoute. Donc ceci participe aussi de cela. Un autre auteur vraiment à suivre sur les réseaux, Alexis Haupt, philosophe, qui pose la bonne question. Avant le Covid, beaucoup de gens se demandaient, en songeant à certaines folies de l'histoire, mais comment de telles dérives ont-elles pu advenir? Comment les gens ont-ils pu accepter et coopérer avec des règles aussi folles? Eh bien oui, nous avons désormais la réponse. Il suffit d'un récit choc et effrayant, une bonne propagande, de la manipulation de masse, une touche de censure, voire un peu plus qu'une touche, de soumission intellectuelle, et alors le peuple est capable de tout, absolument tout. Philippe Herrlin, qui relève l'impopularité massive de Macron, mais aussi qu'il a été élu grâce à un putsch judiciaire, pardon. Vous vous souvenez que la présidente du parquet national financier a témoigné avoir eu des pressions pour faire tomber Fillon le plus rapidement possible, élu par défaut avec toute la machine de guerre de la propagande médiatique. Il est détesté par les Français. Quand se débarrasse-t-on de cet individu toxique? C'est compliqué quand tous les pouvoirs et les contre-pouvoirs et la technostructure dysfonctionnent. Monique Plaza, quant à elle, haute chercheuse à suivre, qui souligne que de surcroît, on sait aujourd'hui qu'il s'est fait faire un faux pass sanitaire. Jean Lassalle a révélé qu'il ne s'est jamais fait injecter, peut-être pas suicidaire, donc que les autres prennent des risques, ça ne le gêne pas, mais il n'a peut-être pas envie d'en prendre lui-même. Mais en plus, les déclarations qu'il a faites ne coïncident pas avec les inscriptions qui figurent sur son pass sanitaire, donc c'est un faux dans les titres. Nous avons un président faussaire, enfin, ça n'est pas le pire de ses défauts. Idriss Aberkan, qui suit vraiment très très bien toutes sortes de domaines, il a une intelligence vraiment remarquable et une culture générale impressionnante, et qui a posté la vidéo d'un nanorobot qui est capable d'aller prendre un spermatozoïde et de le faire féconder une ovule. Et en disant, ça, c'est les technologies civiles. Alors, comme on sait que les biotechnologies militaires ont 10 ans d'avance sur le civil et que nous n'avons aucune idée de leur état de développement, on peut effectivement supposer qu'il y a un certain nombre de leviers qui sont utilisés actuellement. En ce qui me concerne,
Je ne prends pas position sur les sujets que je ne connais pas, mais évidemment que l'hypothèse que nous devons tous être capables de penser, c'est qu'il y a derrière ce qu'on nous inflige quelque chose qui utilise des technologies dont nous n'avons même pas idée. Et donc, sans partir dans des spéculations ou des théories abracadabrantesques, il faut garder une ouverture d'esprit par rapport à ça. Rémitel qui souligne que l'abomination va de plus en plus loin en Europe. Hein, après les injections forcées, l'avortement jusqu'à 9 mois pour détresse psychosociale, l'utilisation des corps comme compost humain, eh ben, la Macronie va vers la légalisation de l'euthanasie, y compris chez les mineurs. Oui, il y a vraiment quelque chose de mortifère et de morbide. Vous me connaissez, je n'ai pas d'idéologie, je ne suis pas contre l'avortement. Une femme qui est en grande détresse ou qui s'est fait violer ou qui vraiment ne peut pas élever un enfant, je ne juge personne. Euh, L'assistance à la fin de vie est autorisée en Suisse depuis quelques années et je ne juge personne, mais les outrances vers lesquelles on va dénotent qu'il y a vraiment quelque chose de hostile au genre humain. Dr. Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, qui dit mais faites attention quand les gens vous disent ce qu'ils vont faire, écoutez-les. Hein. Et quand les Nations Unies, Bill Gates et Klaus Schwab vous disent que vous ne voyagerez plus, que vous n'aurez plus de voiture individuelle, que vous ne posséderez plus rien et que vous serez heureux, hein, que vous ne vivrez probablement pas dans votre propre maison, que vous utiliserez beaucoup moins d'énergie, y compris de chauffage, de biens manufacturés, etc. Quand ils disent ça, nous devons assumer qu'ils sont sérieux par rapport à ce qu'ils disent. Et donc se pose la question, bien sûr, encore et toujours, de les mettre en échec. Défilé de mode à Londres, London Fashion Week, dans une église, vous voyez, de nouveau l'imaginaire sataniste, l'Occident en pleine décadence. Quelques bonnes nouvelles au passage, Bernard-Henri Lévy, qui n'a de philosophe que le nom et dont vous savez que le Qatar lui a versé 9 millions d'euros pour qu'il fasse la promotion de la guerre en Libye. Nous avons les traces écrites de la détermination des Qataris à faire ce versement, a fait un film à l'ode de la guerre en Ukraine. Il tient beaucoup à ce que les Ukrainiens se fassent massacrer. Bon, c'est comme ça qu'il aime. Eh bien, vous voyez, 8 spectateurs à 14 heures à Paris pour sa daube de film que je n'irai évidemment pas voir. Bonne nouvelle encore, malgré tout, les scientifiques et les médecins parlent. Un livre que je recommande, sorti chez Marco Pieter Éditions, qui a également publié le livre de Robert Kennedy Jr., de Michel Couky et bien d'autres. La science outragée, comment la fausse science a pris le pouvoir. C'est malheureusement une évidence. Et nous terminerons sur une petite note d'humour. Voilà notre société aujourd'hui, ce monsieur Lequertier. J'affirme que ce lapin est de couleur verte. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes le problème, vous êtes des complotistes, vous êtes des terroristes en puissance. Et nous en resterons là pour cette semaine. Gros danger à l'OMS cette semaine, mais de toute manière, la décision dans la durée dépendra de notre force de motivation et de ne pas nous décourager en cours de route, parce que de toute manière, tôt ou tard, ce mensonge s'effondrera. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup.